Allez, go! C'est parti. Écoute, Kevin, merci de m'accueillir chez toi, The Camp. Bienvenue. L'idée, c'est de parler avec toi de ton parcours d'entrepreneur. Donc, je vais te laisser te présenter. On va essayer de faire un peu. En général, ça dure 1 heure. Donc, il y a 20 ans, je pense, à peu près, sur lesquels il faut qu'on parle. Donc, peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Ouais. Je te laisse te présenter déjà. Eh ben, écoute, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Kevin Polizzi, aujourd'hui le président d'un groupe qui s'appelle Unitel, spécialisé plutôt dans le monde des technologies et historiquement des télécommunications, et très content de passer cette heure avec toi. Alors, c'est quoi Unitel aujourd'hui et c'est quoi le parcours de Kevin Polizzi avant d'en arriver à Unitel? Eh ben, écoute, moi, j'ai eu la chance de démarrer l'informatique dans les années 80-90, comme beaucoup d'entre nous, et Ouais. d'avoir connu, entre guillemets, les prémices de la micro-informatique. Très vite, évidemment, tombé dans la génération Internet, hein. Un petit peu plus sur l'ordinateur qu'à l'école, pour être sincère. Et Mhm. puis, j'ai eu la chance de créer une première société qui s'appelait Jaguar Network en rentrant en école d'ingénieur. D'accord. Et donc d'avoir un double cursus, ingénieur le jour Entrepreneur et la nuit. entrepreneur la nuit. Voilà, ça n'a pas toujours été des grands succès d'ailleurs, mais on a eu la chance de tomber vraiment début 2001. Là, j'ai créé Jaguar le 11 septembre 2001 dans une nouvelle génération d'entrepreneurs qui était l'Internet, l'hébergement et tout ce qu'on a fabriqué ces 20 dernières années. Beaucoup de changements à cette date et le monde basculait quand toi t'entreprenais. Tu as vécu comment ces débuts et quelles ont été les grandes phases de développement de Jaguar Network? Écoute, pour être sincère, le 11 septembre 2001, les tours s'effondrent au moment où en fait les premiers câbles sous-marins Internet étaient logés dans le Wall Street Center. Hmm. Donc c'est très dur parce que à la fois les tours disparaissent, évidemment c'est une nouvelle qui est terrible, qui est tragique. C'est aussi un débit Internet ce même jour qui est quasiment multiplié par 10 Hmm. et une capacité Internet qui est divisée par 2. Ouais. Et donc on voit bien que ce jour-là, il se passait quand même des petits tout-sautements sur les réseaux. Et on s'est dit ce jour-là qu'il fallait vraiment absolument faire des choses de qualité, résilientes, et que ce qui était au début un amusement public allait devenir probablement un canal de dépose d'informations relativement important. Et donc très très vite, on a basculé vers la sécurité des infrastructures, et ce qui finalement a fait cette marque de fabrique là sur 2 décennies. Toi, tu démarres avec quel projet? C'est je fais de la prestation parce que je suis développeur pour d'autres, tu as déjà Ouais, une en vision? fait, c'est très simple, hein. C'est que nous, on démarre par la création de sites internet et le développement applicatif. D'accord. Aujourd'hui, j'ai une carrière dans les infrastructures, mais Hmm. tout ça vient des applications et la chance, quelque part, d'habiter au bord de la Méditerranée, d'avoir très très peu à ce moment-là d'infrastructures et de devoir faire un chemin inverse au marché. Hmm. Le marché investit et monte dans les couches de services. Et moi, j'investis dans les infrastructures parce qu'il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de data center. Hmm. Et donc, il faut effectivement construire et normaliser ces premières infrastructures. Quand tu démarres en 2001, il y a quoi et comment tu gagnes tes premiers clients? Parce que en tant qu'ingénieur, souvent, on n'est pas forcément dans une appétence commerciale. Comment tu es arrivé à structurer cette partie-là, puis aussi comment servir d'autres clients et recruter d'autres personnes? C'est un moment très particulier parce que la bulle de l'Internet s'écroule vraiment quelques Hmm. mois après la création de Jaguar. Euh, on a 2 phénomènes. Il y a une crise de confiance qui est absolument énorme. Hmm. À cette époque-là, on ne parle pas encore de start-up et le handicap de l'âge et le handicap de l'argent est un vrai problème. Ouais. À l'inverse, on arrive, grâce à l'écroulement de la bulle de l'Internet, à acheter des équipements experts. Hmm. Je le dis souvent, au prix de la fonte. Ouais. C'est-à-dire, plus personne savait quoi faire de ces trucs bizarres que personne achetait. Et donc, on a eu la chance, avec quelques dizaines de milliers d'euros on avait gagnés précédemment, en développement des sites web, des plateformes e-commerce, etc., d'acheter des grands équipements d'infrastructure. Et finalement, ça correspondrait aujourd'hui à ce qu'on appelle une levée de fonds, hein, Ouais. sauf que là, c'est une levée de fonds inversée, Hmm. avec des infrastructures un petit peu haut de gamme, assez hors normes. On arrive à avoir la confiance des clients Hmm. par la justification qu'on essaye d'être des gens sérieux, même si on a passé quelques années à apprendre le métier. On a tous progressé collectivement. Et je pense qu'une des grandes différences, c'est qu'on a amené à la fois nos partenaires et nos clients dans ce projet qui était un projet à la fois atypique et amusant. Beaucoup ont aimé ce qu'on faisait un petit peu à l'avant-garde du marché. Et je crois que cet esprit d'équipe aujourd'hui nous anime toujours. Du coup, tu as toujours été dans les infrastructures et aujourd'hui, The Camp est une infrastructure, donc en fait, c'est un peu le fil de ta carrière. Du coup, quelles ont été les grandes étapes de cette structuration et de ce déploiement à l'échelle nationale?
Les infrastructures, c'est toujours ce qui rassemble les hommes. Mhm. À la fin de la fin, il nous faut des capacités d'hébergement de données informatiques, d'hébergement d'humains, etc. Et la chance de maîtriser, entre guillemets, cette couche basse permet une forme d'autonomie et d'indépendance. Si je regarde les quelques très grandes étapes qui se sont passées, il y a tellement de choses qui se sont passées en 20 ans. Globalement, on a le début de la création des réseaux Internet Mhm. qui correspond au Far West. C'est des cow-boys qui sont en train d'explorer Les de pionniers, nouvelles ouais, terres. ouais. Et donc, ces pionniers, ils respectent pas trop les règles établies, quoi. On invente tout au fur et à mesure. Donc ça a duré, on va dire, une dizaine d'années. Fin des années 2000, on voit quand même une grande consolidation des entreprises parce que le secteur financier est passé par là. 9CGTEL est racheté par SFR. Ouais. CGTEL fusionne là aussi dans le grand ensemble. Orange est là, Free est là, Bouygues est là. Et dans le monde de l'entreprise, finalement, ces grandes offres packagées, ces grandes offres marketées ne correspondent pas vraiment aux besoins des clients. Et donc, il y a un espace de marché qui est totalement accessible dans des infrastructures exigeantes et dans une expertise métier qui évolue aussi vite que les technologies sortent au quotidien. Donc, ça demande une agilité très forte. Donc, fin des années 2010, on trouve une place sur le marché, petite, on pourrait qualifier ça de niche, liée aux infrastructures exigeantes, dans le monde de la finance, dans le monde du marché public, évidemment sur le e-commerce, qui sont des clients très intéressants parce que c'est des clients désargentés, qui gagnent beaucoup d'argent mais qui ne veulent pas le dépenser chez nous. Donc, dès qu'ils ont une problématique, ils nous appellent en disant « je perds des millions d'euros, j'arrive pas à faire les soldes, etc. » Puis dès qu'il faut acheter 2 serveurs en plus, il n'y a plus personne. Donc ça, c'est intéressant. Milieu des années 2010, on voit quand même les GAFAM arriver dans le monde du cloud, Amazon, etc., qui se développent. C'est un peu un coup de semonce parce que on arrivait avant à faire des contrats 36 mois, 48 mois. Et puis, la grande promesse des GAFAM, c'est la facturation à la seconde. Et c'est le fait qu'on est dans l'hyper-flexibilité. Alors, quand on fait des engagements à 15 ans et qu'on a des clients qui s'engagent à la seconde, il faut être un peu créatif pour être capable de s'en sortir. Mais je crois que ça a plutôt bien fonctionné. Et puis, à la fin des années 2020-2025, c'est la 5G, c'est le très haut débit, c'est la fibre pour tous. Et c'est aussi un moment où les télécoms perdent de leur attrait, perdent de leur rentabilité, des investissements qui sont toujours plus forts, toujours plus réglementés, toujours plus normés, et de l'autre côté, une capacité contributive des clients qui est toujours plus faible. Lorsqu'on crée FreePro avec Xavier Niel au début des années 2020, on fixe la fibre à 10 gigas à moins de 50 € par mois, et ça crée pour moi la fin du marché, et finalement le dernier coup de clé dans la serrure pour passer à autre chose. Il faut se rappeler que les tarifs étaient vraiment au-dessus à ce moment-là. Globalement, il faut comprendre qu'une fibre 10 gigas, ça vaut plutôt 3 000 € par mois. Lorsqu'on la sort à 50 €, on casse le marché, mais on ne casse pas vraiment le marché, on démocratise l'accès au haut débit. Démocratiser l'accès au haut débit, c'est activer la politique de la data, la politique de l'IA, et finalement être capable de connecter de la 5G, de connecter de la fibre. C'est juste mettre une pièce dans le jukebox pour s'assurer que la chanson va sortir. Cette chanson, aujourd'hui, c'est l'IA. Mais l'IA, c'est avant tout des objets connectés, de l'intelligence artificielle, des algorithmes, un nouveau marché et une nouvelle création de valeur. Donc, les télécoms ont dégradé de la valeur ces 20 dernières années. Et puis l'IA est en train de créer une nouvelle couche de valeur. Dans ce parcours que tu viens de nous dresser, j'imagine qu'il y a eu différents recrutements stratégiques à un moment ou à un autre qui t'ont permis de toi structurer tes business. Même si tous les recrutements sont stratégiques de mon point de vue, il y a des recrutements qui sont plutôt game changer, on va dire. Quelles sont les personnes qui t'ont rejoint et qui t'ont permis de passer des paliers de croissance ? C'est une question qui est essentielle, on ne fait rien tout seul. Donc dans son équipe, on recrute, parfois on se trompe. Moi, j'ai quand même fait pas mal de bêtises sur la partie recrutement. C'est le plus dur de toute façon dans le métier d'entrepreneur. Ouais, tout est le plus dur en fait chez un entrepreneur. C'est ça qui est pratique. C'est que tu sais que quand tu te lèves le matin, tu n'as qu'un truc trop dur à faire. Mais globalement, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs qui avaient vécu l'effondrement de la bulle de l'Internet, qui quelque part, avec une forme de seniorité apprise dans la douleur, voulaient retrouver avec moi une aventure plus sereine, plus familiale, plus structurée. Et ayant un background technique assez important, on a quand même fabriqué des choses qui fonctionnaient bien. Et donc, on a passé vraiment beaucoup de temps à faire de la croissance et à pas faire du SAV, quoi.
Et donc, je dirais que le plus dur, c'est cette alchimie entre une économie des produits, qui est l'économie reine, l'économie transactionnelle, qui est celle qui a 2500 ans d'histoire, voire plus même, versus une économie de service, une économie d'usage, dans laquelle on rentre aujourd'hui la tête baissée, mais qui nécessite une nouvelle forme de collaboration. Et cette collaboration qu'on peut avoir en interne avec des salariés, avec des partenaires, aujourd'hui, elle devient quasiment mainstream. On est obligé de collaborer avec nos clients, de la pédagogie, comprendre. Et souvent, quand je résume ma carrière en quelques phrases, je dis, vous savez, moi j'ai bossé 20 ans, j'ai passé 50% du temps à convaincre les gens en interne qu'il fallait faire, 40% des clients à convaincre que c'était bien pour eux, puis j'ai passé 10% de mon temps à travailler vraiment. C'est pas faux. Dans ce parcours-là, qu'est-ce que tu as été faire, toi, perso? Qu'est-ce que tu as été chercher en termes d'épanouissement dans ce parcours d'entrepreneur? Oh, c'est autant de difficultés que de satisfaction, hein. Globalement, le fait d'avoir l'accompagnement, la confiance, le sourire de ses collaborateurs, ça reste quelque chose d'intéressant. Ouais. C'est pas toujours constant. Quand j'ai souhaité démarrer dans le business des objets connectés, ils appelaient ça la lubie du patron. Ouais. Voilà. Étant prétendu que les objets connectés, ça rapporterait jamais rien et que la data, c'était pas toujours un marché d'avenir. Bon, voilà. Il faut aussi des éclaireurs. On parlait de pionniers tout à l'heure. Je pense que livrer des projets à l'heure, surtout quand c'est des projets un peu rock'n'roll, c'est des moments de grande satisfaction. Et c'est un peu comme quand on obtient son diplôme, on est content quelques minutes et puis après on passe au sujet d'après. Donc c'est un éternel recommencement. Toi, tu es plutôt un homme de produit ou un homme de service? Qu'est-ce que tu vends à tes clients? Moi, ce que je vends à mes clients, c'est de la confiance. C'est-à-dire que la première chose, c'est que lorsqu'ils me confient leurs data, c'est des data qui sont critiques, sensibles, confidentielles, parfois classifiées. Et donc, la première chose qu'ils achètent, c'est un numéro de téléphone à appeler 24 heures sur 24 le jour où il y a un problème. Voilà. Il nous faut quelqu'un, c'est un peu comme votre banquier. Vous préférez qu'il ne disparaisse pas tout à fait du globe trop vite. Voilà. Donc, la première chose, c'est que ça se décline derrière avec des services, des solutions. Beaucoup sont habitués à des produits. Et donc, ne serait-ce que se mettre d'accord sur la nomenclature et la standardisation est un véritable challenge, puisque dans le marché de l'IT, dans le marché de l'informatique, il y a des intégrateurs qui s'occupent de bâtir des solutions, de les vendre. Et puis, à chaque client, il y a une nouvelle solution, un peu comme dans le BTP. Chaque bâtiment est un nouveau projet. Et puis, il y a le monde des fournisseurs de services, des service providers, dont moi je suis, qui essayent de standardiser au maximum pour être compétitifs et qui essayent d'avoir des offres flexibles pour être capable de s'adapter aux clients. Et donc, chez Jaguar Network, on a énormément travaillé la flexibilité. Chez FreePro, on a énormément travaillé l'industrialisation, la répétitivité. Et puis aujourd'hui, chez Unitel, on fait le meilleur des deux. On essaie d'industrialiser pour avoir les meilleurs prix, les meilleures conditions. Et on essaye d'être flexible parce que la réalité du client, surtout dans un monde qui se transforme rapidement, et un besoin d'agilité. Tu nous as dit qu'il y a eu l'arrivée des GAFAM qui a changé beaucoup de choses. Comment, quand on est un acteur local, on anticipe et on vit ce moment-là et quels efforts d'innovation on est capable de mettre en place pour garder les clients? Alors, la chance qu'on a quand les GAFAM arrivent, c'est qu'ils ne viennent pas nous disrupter technologiquement. Ils viennent nous disrupter commercialement. Et donc, ce qui est une très différent. Grande chose, c'est que déjà, on n'avait pas trop faux. Et donc, on avait les bons produits, les bons data centers, les bons sujets. Et globalement, on s'en est plutôt bien sorti sur le volet technique scientifique. Ça, c'était cool. Par contre, commercialement, quand vous vendez des contrats 36 mois, façon leasing automobile, et que le gars d'à côté arrive en disant « Salut, moi maintenant je suis Uber, je vous fais un prix à la course », il faut restructurer la manière dont le commerce est fait et restructurer la manière de manager les équipes. Donc, vraiment, on a eu cette chance-là d'avoir eu le nez creux sur la partie technique. Et je pense qu'on a eu beaucoup de chance, pour être sincère. Du coup, c'était un problème en moins à gérer? Un problème majeur en moins. Donc, c'est pas mal. Et de l'autre côté, commercialement, il fallait être très créatif. Et donc, à ce moment-là, même quand le client signait finalement sans engagement, on continuait à rémunérer les commerciaux comme s'il était engagé.
Et l'avenir nous a donné raison, puisqu'on avait chaque année moins de 1% de nos clients qui nous quittaient. Qui tournait. Ouais. Là où on a été un peu malheureux, c'est quand on a gagné les premiers très gros dossiers et que leur direction générale leur a dit voilà, maintenant le cloud, il y a deux acteurs, il y a Microsoft Azure, il y a Amazon Web Services, tout le reste n'existe plus. On trouvait ça un peu injuste parce qu'on s'était énormément battu pour faire des projets absolument incroyables et finalement on prenait du churn et donc on a comblé, on s'est battu pour garder des clients et pour en gagner des nouveaux évidemment. Dans tout ton parcours, comment tu as financé les différentes étapes? Et est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont un peu, on va dire, surprise dans la façon dont elles se sont passées? Alors, comment on a financé les choses? Déjà, on a fait un truc simple, c'est qu'on a serré la ceinture à 5 créneaux et moi, je ne me suis pas payé les 7 premières années. D'accord. J'étais jeune, j'étais étudiant, c'était un peu une vie spécifique et on a pris conscience que l'information financière était capitale. Et dans ce métier qui requiert de très lourds investissements, on a développé un système d'information assez innovant, un petit peu au même moment où Salesforce se crée, où SAP fait des choses. On a souhaité avoir un pilotage financier très fin, très granulaire, et avoir des offres dont le niveau de marge était à ce moment-là encore élevé, qui nous permettent un autofinancement. Je le dis assez souvent, si j'avais un board, je me ferais virer relativement vite, parce que faire de l'innovation avec des gens qui sont conservateurs dans les chiffres, ça reste quand même un combat. Et si des start-upers nous écoutent ou des entrepreneurs avérés nous écoutent, on sait que parfois défendre un investissement quand il est contre nature et quand on le fait essentiellement avec son instinct, c'est difficile. Ouais. Maintenant, on était à une période où l'innovation était quasiment le maître mot et être capable de déployer ça en confiance avec des équipes, avec des clients, fait que globalement, on a été suivi par l'écosystème financier et qu'on a assuré notre autofinancement. On le dit souvent, est-ce qu'on doit lever de l'argent et avoir une boîte géniale et perdre le contrôle et machin? Voilà, plein ont réussi et puis d'autres ont moins bien réussi. Ou est-ce que finalement, on ne doit pas prendre le temps de construire une base technologique et puis de trouver probablement une alliance industrielle, ce qu'on a fait avec Xavier à un moment, pour avoir la capacité de se déployer plus vite. Mais on est assez conservateur. Quand un univers est en train de se créer, il vaut mieux maîtriser les arcanes de la technique au risque de décevoir ses clients et donc à terme, on risque de se décevoir soi-même. Tu dis, si j'avais un board, j'aurais été viré. Dans ton parcours, justement, quelle est la gouvernance que tu as eu structurée autour de toi pour te challenger et pour te faire progresser? Alors déjà, la première chose, c'est il faut des gens de qualité autour de soi, donc un comité de direction qui est expérimenté et qui vient challenger, souvent avec des réflexes du passé. Ouais. Et donc quand on veut construire une boîte du futur, on se dit toujours embaucher des gens du passé c'est compliqué, mais en fait c'est pas vrai parce que c'est des gens qui viennent apporter la contradiction et qui viennent aider à progresser, à réfléchir et sincèrement pour l'occasion ça a plutôt bien fonctionné. Après, j'ai eu la chance moi de beaucoup faire les congrès de télécom autour du monde, de rencontrer des gens. On est dans les années 2005, 2010, 2015. Facebook arrive, on boit des bières avec des gars qui ont des profils absolument incroyables, qui bossent dans les plus grandes boîtes mondiales. Et quelque part, c'est de l'auto-challenging en ayant le courage de prendre 3 jours de son temps, de fermer les écoutilles, c'est pas facile, pour aller rencontrer d'autres façons de voir les choses à l'étranger, aux États-Unis, au Middle East. Je me retrouve un jour en Turquie à un congrès de réseaux d'opérateurs, on est 15. Et une personne affiche la carte des réseaux au Moyen-Orient, il n'y a pas de réseau. Et en fait, les réseaux, c'est la démocratie. D'accord. Donc moi, en étant français, je lis ça, je dis mais il y a 3000 réseaux en France, et il n'y en a quasiment pas au Middle East. Et donc ça, c'est intéressant, se retrouver à Singapour aussi, au milieu de tous les grands géants asiatiques, où clairement, on n'est pas à notre place, c'est une autre échelle. Et puis, avec nos amis en Afrique, là aussi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans de nombreux pays africains. Et ça aide à relativiser et à reconstituer la notion de performance. Parce que là, tu as parlé de télécom, c'est un truc intéressant, c'est un milieu qui est quand même très réglementé. Dans l'histoire de Jaguar, à quel moment tu as vraiment basculé télécom et basculé dans ce monde réglementé?
Dès le début, hein, lorsqu'on fait des réseaux et lorsqu'on transporte des données, il faut de la fibre, il faut des réseaux à haut débit, il faut ce qu'on appelle un backbone. Ouais. Et donc la première chose qu'on a créée, c'est le backbone. Donc on se retrouve... investissement. Ah bah investissement majeur, Ouais. investissement et alliance. Ouais. On ne peut pas tout porter tout seul, hein. Donc on se retrouve dans un monde réglementé très vite. Globalement, le monde de l'hébergement, c'est réglementé dans le temps, hein. Aujourd'hui, on parle de NIS 2, on parle de l'IA Act, mais on a parlé du RGPD, on a parlé des autorisations pour Plus on est l'hébergement. monté dans les couches, en fait, et plus les gens ont eu conscience des différentes strates, plus ils ont réglementé. Ouais, avec une réglementation qui est autant bénéfique qu'elle nous freine. Elle est bénéfique parce qu'elle permet de structurer les choses. Elle nous freine un peu parfois parce que lorsque les entreprises sont au début et qu'elles n'ont pas de chiffre d'affaires, très difficile de porter des enjeux de réglementation. Tu l'as dit, à un moment ou à un autre, vous êtes allé chercher un partenaire industriel. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à un moment à ne plus rester indépendant et t'adosser? Moi, j'avais fini mon cycle. D'accord. C'est-à-dire que globalement, le cycle des télécoms, le réseau était en place, les data centers étaient en place, les offres étaient en place. Et quand on vend sa société, il faut comprendre pourquoi on le fait. On le fait pourquoi? Très simplement parce qu'on voit que la marge commence à s'effriter et qu'on voit que l'alliance industrielle permet de reconfigurer sa base de coûts et d'ajouter potentiellement une capacité de déploiement. Ouais. Historiquement spécialisé dans les grands comptes et les sociétés très technologiques, il n'y avait pas de raison que tout ce qu'on a développé ne fonctionne pas très simplement sur une base industrielle de TPME. Ouais. Et donc FreePro, c'est l'histoire de comment on prend tout le savoir-faire, l'expertise de Jaguar Network et comment on l'insère dans une Freebox. Voilà, avec la chance qu'on nous ait confié le développement à 100% du produit. Et c'est 100% notre capacité, vos équipes qui ont porté ce projet. Jaguar a produit 100% du produit. Et puis à la fin, on a eu la chance d'avoir cette marque. L'autocollant. On a rajouté l'autocollant à la fin et c'est ce qui a permis à l'offre de décoller. Parce que si on avait appelé ça Jaguar Box, ce qui est le nom de l'offre, et l'OS qui est dans la box s'appelle Jaguar OS. Hein. D'accord. Il y a plein, c'est marqué Jaguar partout dans cette Freebox Pro. Heureusement qu'on a effectivement ce go-to-market et cette capacité de déploiement qu'ont des acteurs qui sont industriels. Les opérateurs télécoms, c'est un marché qui est un peu injuste parce que l'expertise elle est dans le B2B et l'argent est dans le B2C. Donc évidemment, tout ce petit monde drivé par la bourse met son gros focus, sa grosse priorité sur le B2C, c'est là où il y a des volumes, c'est là où il y a de l'EBITDA. Hein. Alors que nous, on fait des produits d'horlogerie de luxe dans le B2B et moi je suis un homme du B2B, donc c'était très intéressant de coupler ces expertises. Avant d'enchaîner sur cette fusion rachat par Free, toi tu as fait d'autres acquisitions. Comment tu les as menées? Quels ont été les grands apprentissages que tu as eus, voire les grandes erreurs qui ont pu se passer dans ces acquisitions? Alors moi, je ne suis pas un homme d'acquisition. Hein. C'est-à-dire que globalement, on aime beaucoup la croissance organique. Pour autant, pour gagner du temps ou pour faire du capture the flag, on a acheté quelques sociétés, notamment du côté de Nice, la Sophie Antipolis. On a racheté DC4Data, qui était la belle boîte de data center montante à Lyon. C'est toujours une rencontre. Franchement, à notre niveau, on n'est pas dans les grands projets financiers. On est plutôt dans la rencontre de projets, dans la rencontre d'envie, d'entrepreneurs, de gens qui aimaient aussi peut-être le projet qu'on était en train de conduire et qui avaient besoin de s'y associer d'une manière ou d'une autre et qui voyaient peut-être une volonté ou une force, une traction plus importante avec une équipe dont la seule obsession c'était de faire de la croissance et des produits avec une ingénierie bien faite. T'étais plutôt acquisition ou t'étais plutôt fusion? J'étais plutôt acquisition. D'accord. Voilà, il faut avouer, un peu pour faire écho à ce que je te disais tout à l'heure, que quand tu drives des projets technologiques un peu complexes, il vaut mieux que tu tiennes le manche. Ouais. Voilà, parce que tu peux très vite te retrouver dans des problématiques de gouvernance. Et qui sont les plus durs à traiter. Une certaine forme de décisionnel est plutôt bénéfique, notamment quand tu as un profil plutôt tech, quand tu n'es pas drivé par le chiffre en priorité absolue, et quand tu as besoin parfois de faire passer des idées. Moi, j'ai eu la chance de prendre des décisions contre nature qui se sont plutôt bien déroulées, mais elles restaient contre nature. On parlait tout à l'heure du comité de direction. J'avais 7 personnes autour de moi. J'ai pris un certain nombre de décisions où on était 7 contre 1. Ouais. Voilà. Mais t'étais le patron.
Bah ça a plutôt bien marché, ça. Ouais. Voilà. Mais j'ai plutôt challengé, écouté et grandi Mm. collectivement, avec parfois, ce qui fait toujours la petite Mm. différence, c'est quand on met le petit coup de rein en plus, Mm. ou quand on a une expérience ou une personnalité qui est un peu Mm. différente, on est capable de faire des Mm. choses un petit peu plus dimensionnées. Les gens extraordinaires font des choses extraordinaires. Ouais, les gens qui bossent, Ouais. bossent. C'est ça surtout. C'est pas faux aussi. Dans toute cette croissance, de l'étudiant qui travaille le soir sur un business à l'homme d'affaires qui vend sa société à Free, tu t'es fait accompagner par qui pour te challenger toi? Ah bah écoute, cette question, elle est très facile, elle est très difficile. Elle est très facile parce que on se fait challenger tout le temps, tous les Mmh. jours. Ouais, Moi, je dis toujours, il n'y a pas meilleur avocat que l'avocat de mon client, ouais. qui vient me découper mon contrat en 1000 morceaux et qui me permet de me challenger naturellement. Donc je dirais que sincèrement, tout est challenge, et du moins je pense, et je vous conseille de le prendre comme ça, chaque rencontre permet d'enrichir, de faire la synthèse, de comprendre. Il y a eu quelques grandes rencontres, hein. J'ai eu la chance de travailler avec Caroline Couturier, qui était directrice marketing chez nous, et puis qui a monté derrière une activité de coaching, parce Ouais. elle avait un vrai talent dans la capacité d'accompagner, de faire grandir. Et effectivement, les différentes rencontres, la direction financière, les collaborateurs, jusqu'à à des personnes qu'on ne voit pas, hein, derrière la vitre du PC sécurité, des discussions sur comment on traite les cartons, comment on assure que le contrôle d'accès fonctionne correctement. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans le détail. Parfois, on dit qu'on se perd dans les détails. Or, Le le diable est dans les diable détails. se cache vraiment dans Ouais. les détails. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, il y a des grandes erreurs, enfin des grandes choses que tu aurais pu voir et que tu n'as pas voulu voir. Ouais, en fait, je pense qu'on dit toujours la confiance n'empêche pas le contrôle. J'aurais dû être meilleur dans le contrôle, notamment le contrôle financier. Je pense D'accord. qu'à un moment, on aurait pu être encore meilleur Mhm. que ce qu'on l'a été. Donc, je dois avouer que là-dessus, on aurait pu être plus précis, plus exigeant, plus regardant. Sur le management aussi, je pense que sur le management, il y a eu peut-être des flexibilités, des gentillesses qui n'avaient pas lieu dans une entreprise. Et ça, je crois que tout le monde fait la même erreur. Et puis, on grandit, on a deux, Ouais. trois cheveux blancs qui apparaissent. Et on s'aperçoit que ces cheveux blancs, c'est pas que la nature qui nous les a donnés. Ouais. Il y a aussi un peu des collaborateurs qui nous les ont fait pousser. On pense à pas mal. Voilà. Voilà, c'est comme ça, ouais. Là, on a parlé de la structuration, mais de ton point de vue, qu'est-ce qui vous a rendu sexy auprès de Free pour qu'ils vous rachètent? Alors, l'histoire est assez simple, hein. Moi, je toque à la porte de Free, hein, pour dire, voilà, on a une boîte qui fait du B2B, on a un système d'information exceptionnel qui a été développé homemade et qui correspond totalement à notre process métier. Et on pense que ce système, il est totalement intégrable dans une offre grand public pour en faire une offre premium. Voilà. Le B2B, c'est des gens exigeants, c'est des entrepreneurs qui nous confient leur vie, leurs données, des engagements de qualité de service. la disponibilité, voilà, c'est de l'horlogerie. Il faut que l'heure, elle soit là, à la bonne heure, au bon moment, et qu'on gère tout ça. Donc, on a eu la chance à ce moment-là de parler aussi avec Patrick Drahi chez SFR. Qui avait Complétel, si ma mémoire est bonne aussi. Qui avait Complétel aussi, qui était pour l'occasion spécialiste dans le B2B. Et donc, on discute avec Patrick, avec Xavier, et effectivement, la chance qui est la nôtre, c'est qu'à ce moment-là, le groupe de Xavier n'a pas du tout de B2B. La qualité de service du groupe de Xavier est quand même très largement décriée sur les réseaux, hein. Free, c'est pour eux l'opérateur qui marche pas. Or, ça nous permet de designer une box en prenant finalement tous les pain points des clients et en mettant le meilleur de la technologie de Jaguar dans une plaque informatique. On fait ce deal-là qui est d'ailleurs bien nommé, hein, c'est une alliance stratégique. Début Q1 2019, et le Covid arrive tout de suite derrière. Donc on se retrouve à la maison pour développer un opérateur européen qui s'appelle FreePro. Et on a développé ça avec une équipe de 15 personnes pendant 1 an et demi de Covid. Et c'est un projet qui est absolument incroyable. Qui est sorti mémoire 2021, c'est ça, FreePro? Alors FreePro, c'est sorti en mars 2021, après voilà, une grosse année et demie de développement.
après plein de rebondissements. L'usine qui fabrique tout ça est à Wuhan, au barycentre du Covid. Bon, voilà. Bon, ça, on peut faire 3 émissions, si vous voulez, sur le développement du sujet. Mais globalement, on arrive à sortir un proto. Chose amusante, à ce moment-là, on n'arrive pas du tout à développer sur les infrastructures existantes. Donc, on achète des infrastructures chez Bouygues. D'accord. Et off the records, on développe l'intégralité de cette offre sur de la collecte Bouygues, Orange, SFR, etc. Et on s'aperçoit que finalement, on crée une offre qui est une offre multi-opérateur, qui est badgé free parce que c'est l'histoire de l'actionnariat, mais qui fonctionne absolument partout. Et donc, cette box universelle, elle va se transformer petit à petit en projet de data center, parce qu'en voyant arriver l'intelligence artificielle à grands pas, on se dit que la meilleure création de valeur possible, c'est de commoditiser le lien Internet, mais de garder une réserve et une ressource de création de valeur, notamment à partir de la data. Qu'est-ce qui se passe pour toi et comment tu vis le fait de ne plus être l'actionnaire majoritaire, mais d'avoir un actionnaire? Et j'imagine qu'est-ce que les contraintes de t'adosser à une boîte cotée en bourse, c'est des contraintes que tu dois porter à un moment ou à un autre? Franchement, c'était hyper light. Voilà, il fallait reporter un petit peu de temps en temps quand même, c'est juste montrer qu'on est vivant, mais je pense que la confiance, c'est ce qui a fait le plus gros dans cette relation. Ça permet aussi de développer un produit avec des engagements, des roadmaps et de formaliser. Contrairement à ce qu'on avait fait par le passé, là on avait peut-être plus intérêt à fournir des documentations propres que ce qu'il avait été par le passé, mais globalement, quand on a la chance de rentrer dans un groupe de B2C et qu'on vient du B2B, on ne peut pas dire qu'on a des contraintes majeures. On ne fait pas le même métier, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même vision. Et peut-être que dans une des erreurs que j'ai faites dans ma vie, j'aurais peut-être plus dû expliquer ce qu'était le B2B à un groupe comme ça, très très orienté grand public, avec la nécessité pour nous aussi de fournir des services de meilleure qualité, et quelque part de rattraper un retard potentiel qui était d'arriver 20 ans après les autres dans le monde de l'entreprise. Et donc c'était passionnant parce qu'il fallait à ce moment-là être capable, de rencontrer, de se confronter avec des gens d'une qualité admirable. Les gens de chez Free sont très forts technologiquement. Et puis de l'autre côté, d'être capable de fournir l'offre, de la délivrer en heure avec les fonctionnalités et puis toutes les idées. Parce que ce qui fait l'essence même d'un projet, c'est d'abord d'y mettre de l'idée, de mettre de la technologie, et puis à la fin, quand même, que tout ça rentre dans un marché et rencontre un succès. Tu as parlé de culture en début de cette phrase. Est-ce qu'il y a eu déjà, quelle était un peu la culture Jaguar et quels ont été les changements de culture du fait de rejoindre un groupe? Écoute, très sincèrement, la culture de Jaguar, moi je suis assez vu comme ça, c'est l'excellence technologique. On fait du B2B, c'est de l'horlogerie suisse, tout doit fonctionner. Les télécoms ont une qualité, comme le cloud d'ailleurs, c'est que s'il manque le moindre petit maillon de la chaîne, rien ne marche. Et donc on est dans un niveau d'exigence qui est maximum, tout de suite, sinon ça ne marche pas. Donc cette culture, elle a plutôt, je dirais, irradié les gens autour de nous, parce que les services, petit à petit, sont devenus des services critiques, parce que quand on reçoit plus mails pendant 10 minutes, ça devient un problème important, et parce que, sincèrement, cette notion d'excellence, elle est devenue un standard de marché. Donc on a eu cette chance-là, nous, d'avoir une culture dont on a été porté par le sens du vent. Tu as aussi beaucoup investi dans la phase Jaguar sur le bien-être de tes salariés, avec notamment des bureaux modernes. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller justement aussi vers cette diversification, je dirais, technique, parce que c'était un vrai savoir-faire que vous avez construit? Ouais, puis aujourd'hui on a des filiales qui font ça on va venir dessus. Temps plein, mais c'est intéressant parce que un salarié dans la tech, il est souvent très exigeant. Un peu capricieux, n'ayons pas peur de le dire. Il y a des petits côtés diva là, même si aujourd'hui je pense que ça se tasse et que la mentalité est plus la même. On a besoin d'avoir des gens qui se sentent bien. Un, parce qu'ils sont rares. Deux, parce qu'ils ont une immense valeur dans la création de leur travail. 3, parce que quand on les met dans des environnements sympas, ils deviennent sympas. Voilà. C'est pour ça que j'ai longtemps été contre le télétravail, ou limiter au maximum les enjeux de télétravail pour éviter les dérives comportementales. Et voilà, et puis quand on construit des data centers, quand on fait de la technologie,
on a aussi besoin d'une forme d'image pour nos clients. Hein. On ne peut pas, d'un côté, expliquer qu'on n'a jamais perdu 1 kilo-octet de données ces 20 dernières années, et de l'autre côté, avoir des bureaux poussiéreux avec une vieille moquette qui a pris le soleil. Hein. C'est pas faux. Donc, ouais, voilà. Donc, l'idée, c'est de construire un tout global cohérent. Et puis, on s'aperçoit qu'en créant nos premiers data centers, on est confronté au monde du BTP. Voilà, un peu, on le subit, quoi. Ce n'est pas notre choix premier. Donc, on le challenge parce qu'on est un peu étonné par la manière dont ça fonctionne, pour ne pas dire plus. Et lorsqu'on construit des bureaux, on se dit, bah, OK, on va récupérer finalement tout ce qu'on a fait dans le monde des data centers. Et puis, au lieu de mettre des serveurs et des baies informatiques, on va mettre des bureaux et on va mettre des trucs sympas, une bonne qualité de l'air, des espaces ouverts. Et je fais à ce moment-là faire tous les cahiers des charges par mes salariés. D'accord. Qui me disent, Kevin, c'est très facile. On voudrait des open space ouverts, mais aussi peut-être un peu fermés. On voudrait être classé par affinité climatique. C'est-à-dire celui ceux qui qui aiment le chaud, froid et ceux qui aiment le chaud. Et voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, bon, ça pose des questions managériales très fortes. Ouais. Et finalement, je sors de cette réunion-là en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Comment je vais faire? Puis finalement, on l'a fait. On a réussi à le faire. Donc parfois, les exigences un peu folles, elles nous permettent aussi de nous challenger et de sortir du moule. Au total, tu as construit, alors on va parler Unitel intégré, combien de data centers et combien de buildings? Ouf, on est, je pense, sur à peu près un bâtiment par an ces 10 dernières années. Ouais. Là, ça s'accélère puisqu'on a des projets assez significatifs un peu partout. Le monde du BTP est très intéressant parce que c'est un monde lent et immobile. C'est l'immobilier. Ouais. C'est un monde qui se challenge avec des réflexes qui sont millénaires. Hein. Comme je leur dis à tous, hein, ça fait 2500 ans que vous construisez sans moi, vous n'avez pas besoin de moi. Pour autant, tout le monde a un appétit pour l'innovation. Tout le monde a envie que ça change, mais personne ne sait trop vraiment comment le faire. Et donc, effectivement, sur ce sujet bâtimentaire, moi, je trouve que c'est une passion d'ingénieur. Hein, construire de l'infra, de la fibre, quelque des chose bâtiments. Qui reste. Ouais, quelque chose qui reste et puis qui va évoluer, quoi. Hein, parce que derrière nous, c'est pas le déluge, quoi. Hein, derrière nous, ça continue. Et donc, je trouve très, très intéressant de coupler ce sujet un peu immobile à un sujet technologique très dynamique. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour vraiment disrupter les bâtiments dans lesquels tu étais de façon à ce qu'ils ne ressemblent pas à d'autres? Alors, beaucoup de colère, parce que lorsqu'on me livrait des bâtiments, je dis mais quand même, c'est pas possible, on vient de payer des millions et des millions d'euros, il y a des défauts partout, la porte est de travers, le béton est sale. Enfin, moi, je comprenais pas. Ouais. C'est comme quand on te livre ta voiture et qu'on te la donne, elle est sale, il n'y a pas le plein d'essence, elle est toute rayée, quoi. Et le gars te dit, bah, écoutez, j'espère que vous êtes très content, au plaisir de vous revoir très prochainement. Ah non, là, comme ça, c'est au plaisir de me revoir jamais, en fait. Hein. Donc, on a réagi, je dirais, petit à petit, voilà, on a dit, bon, ok, bon, on va bosser sur l'aménagement des bureaux en écoutant nos salariés, voilà, nos collaborateurs. Puis, on s'est dit, mais quand même, il y a une société pour faire l'électricité, une société pour faire la clim, une société pour faire le Wi-Fi, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces sociétés? Donc, on a créé une cassette de clim dans laquelle vous retrouvez la gestion de l'éclairage, la gestion évidemment de la clim, la gestion des réseaux Wi-Fi. On y a mis un petit bout de data center pour être capable de piloter toute la data qu'il y a dans la pièce. Et puis aujourd'hui, on est vraiment, notamment dans le cadre du projet Théodora, hein, c'est un campus de 35 000 m² qui va sortir de terre à Marseille. Hein. Et dans ce campus, on est en train de réinventer la manière de faire le gros œuvre. D'accord. Le marché veut construire en bois, moi je veux construire en béton. Les gens qui coupent les forêts sont des super-héros, moi qui utilise le béton, je suis un criminel pollueur. Et donc on a créé un nouveau béton, qui est le béton fibré ultra haute performance, dans lequel on prend tous les fondamentaux des data centers et des télécoms, on a des tubes qui passent dans le béton pour aiguiller les réseaux, et donc on va probablement diviser par 2 le délai de construction. La poutre en elle-même, elle est 3 fois plus chère qu'une poutre normale, mais à la fin, avec un délai de construction divisé par 2, une économie de matière, une économie de carbone, on s'aperçoit qu'on est capable de construire beaucoup mieux pour un prix qui avoisine un prix standard. Aujourd'hui, tu as des projets, donc Marseille, où tu es un acteur implanté dans le territoire et pas que économique, je dirais. Enfin, tu es un entrepreneur impliqué dans l'écosystème. Tu as d'autres engagements
Ouais, bah écoute, Marseille évidemment, ville de cœur, ville notre base première, Hum, hein, avec notre périphérique nord qui est Aix-en-Provence et qui hum, est évidemment The Camp. On est très présent à Lyon, en ouais, Rhône-Alpes. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville d'entrepreneurs. hum, Alors il faut être un peu lyonnais hein, pour exister à Lyon, hum, mais une fois qu'on est un peu adopté par un ou deux parrains lyonnais, on s'en sort. Paris, on n'y est pas toujours, on n'y est probablement pas assez, ouais, mais c'est un univers relativement anonyme. hum, Voilà. Et puis après, ben, on aime beaucoup, notamment à Bordeaux, où on a hum, pas mal de choses. Notamment, on est en train de construire un hôpital à Bordeaux en ce moment, d'accord. un centre d'innovation pour la santé. Et puis un territoire qui est assez étonnant, c'est la région Nantes-Bretagne, où on a notre DSI qui est basé là-bas. D'accord. Et donc là aussi, on retrouve une mentalité. Hum, C'est un pays de territoire, hein. ouais, Et donc aujourd'hui, on aime beaucoup, beaucoup se déployer dans les territoires. Et il y a beaucoup de richesses, beaucoup de différences, beaucoup d'attentes hum. et de choses. Et je trouve qu'un petit peu comme un sélectionneur de foot, quand on On va chercher construit les meilleurs son endroits. 11 de départ, il faut aller chercher les meilleurs et le plus dur, Hum, les faire bosser ensemble. ouais. Et du coup, pour les faire bosser ensemble, c'est quoi la recette Kevin Poésy? Parce qu'on n'a pas encore parlé d'Unitel, qui est aujourd'hui un conglomérat. Mais On peut dire ça comme ouais, ça. Alors, je ne sais pas s'il y a une recette, je pense qu'il y a avant toute chose un projet. Le d'accord. projet, c'est de faire bouger les lignes, c'est de sortir un peu du dogme. Hum, Et puis, dans un monde où les gens se plaignent beaucoup de tout et de rien, et nous, on se plaint de rien du tout. Voilà, hum, notre objectif, c'est de prendre des missions impossibles. Quand on rachète The Camp, c'est une société qui fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 millions de pertes. C'est une société qu'on ramène à la rentabilité en 18 mois. Et c'est un miracle. ouais. Voilà, mais par contre, on y met toute notre énergie, toute notre envie, toute notre force. Et effectivement, quand on amène avec soi des collaborateurs, quand on amène avec soi aussi les familles des Hum, collaborateurs, hein, parce que c'est un projet collectif, hein, c'est un projet familial étendu. Ça permet vraiment de créer une âme, et une âme dont l'objectif quand même pour l'entrepreneur, c'est que l'âme lui survive. hum, Lorsque je suis parti de chez Jaguar Network et que j'ai abandonné mes centaines de salariés que j'avais tous recrutés les uns après les autres, on les a fait dans une transmission où tout le monde a été amené dans cette transition. Et puis certains, probablement, n'ont pas trop supporté le changement de hum, management ou le changement de style et sont venus nous rejoindre hum. quelques mois, quelques années après chez Unitel. Unitel, du coup, aujourd'hui, différentes activités. Tu peux nous dresser un peu le panorama du groupe? Ouais, très simplement en fait, hein. Bon, historiquement, vous l'avez compris, on a un gros sujet sur les technologies. Hum, Le cloud, parce qu'il en hum, faudra toujours. ouais, Ce cloud aujourd'hui, il est ou dans les data centers ou chez les clients hum, finaux, notamment dans l'industrie. Donc on fait du hum, edge cloud. hum, Ce sujet de télécom, bon, bah, la valeur a dévissé dans la fibre, hum. ok. Mais ça n'empêche pas aujourd'hui que les réseaux sont très accessibles, Et hein. qu'il y a des Donc besoins? nous, spécialisés dans la Hum, 5G hum, privée, premier acteur de 5G privé en hum. France, on a énormément innové dans ce secteur-là ces dernières années. Et C'est puis quoi les grands usages après, justement de la 5G privée aujourd'hui? ben, la chance qu'on a avec la 5G privée, c'est qu'au lieu de mettre des centaines d'antennes Wi-Fi, on Hum, met une antenne 5G, on l'allume, ça capte sur des hectares et des hectares, et puis vous avez un réseau qui est sécurisé, hum. protégé. D'accord. Donc lorsque vous êtes dans une usine sur de très Hum, grandes hum, distances, ou lorsque vous êtes dans un entrepôt de logistique avec des problématiques de captage, de machin, de prestataire 1 qui doit se brancher au hum, prestataire 2, au prestataire 3, bon, là vous venez chez nous, mettez une antenne, ça marche, Et on n'en ça parle porte plus. le... Ouais, puis en plus on porte l'investissement nous dans Hum, 90% des cas. d'accord. Donc du coup, la valeur d'usage, elle est instantanée. Hum, On allume, ça marche. hum, Donc ça, c'est très intéressant. On a continué aussi à investir dans d'autres secteurs, dans l'immobilier, etc. Et puis, ben, on a aussi accompagné des entrepreneurs. Je pense à Luc Dursault chez Atempo, qui est une magnifique société de sauvegarde, hum, qui en fait est une société qui traite la donnée et qui a un avenir important dans l'IA. Je ouais, pense à mon ami Jérôme chez Scality, hum, qui a fait son hum, séminaire ces jours-ci là, à The Camp avec sa société, qui est une boîte internationale, acteur de référence dans le monde du stockage objet. Je pense à toutes ces startups de territoire, de Visubox, hum, HDSN, etc. Voilà, l'idée c'était de construire un écosystème, de ne pas le faire tout seul, hum. mais de construire un puzzle de complémentarité parce que bah, on a tous besoin les uns des autres. Et lorsqu'on est capable de maîtriser prix et délai, ça reste quand même l'antichambre de la compétitivité, hein. Et tu as mis une structure pour animer tout le monde. Il y a des où c'est chacun, en fonction de ses affinités, va chercher la complémentarité chez les autres.
Bah, globalement, ils ont tous le même système d'information. D'accord. Donc ils sont tous capables de parler, une Mm. espèce de Facebook Mm. géant du groupe interne, super interne. Et puis après, on trouve des complémentarités. Mm. Le problème de tout couper en petits morceaux, c'est qu'on peut très vite créer des lourdeurs ou créer des distances. Mm. L'avantage de réunir tous les patrons régulièrement, quasiment tous les trimestres pour un dîner ou un moment sympa, et puis tous les semestres pour un séminaire, c'est qu'on donne une cadence. Ouais. Et donc, comme on donne une cadence, tout le monde est d'accord. Hein. Mm. C'est comme quand on fait de la musique. Mm. Hein. On a notre métronome qui nous explique comment il faut jouer. Et donc ça reste quelque chose pour moi d'essentiel, avec derrière évidemment des infrastructures qui incarnent ça. On a ouvert au mois d'octobre le campus cyber euro-méditerranéen. Mm. Évidemment, quand on lance via Unitel une grande offensive dans le monde de la cybersécurité, avec nous les principaux faiseurs, CMA-CGM, la Française des Jeux, les caisses d'épargne, etc., l'aéroport, c'est quelque chose qui vous donne toujours un peu ce frisson qui est d'accompagner un écosystème en mutation. Et aujourd'hui, le mot qui a longtemps été utilisé dans le grand public, c'est la solidarité. Ouais. Aujourd'hui, la solidarité et le patriotisme économique, c'est un sujet quand même qui est primordial. Hein. Ah bah c'est Force il y a de une vraie problème de souveraineté à force de là où tout on est. acheter ailleurs, on n'a plus rien chez nous. Donc ça, tout le monde le sait, tout le monde le maîtrise. Je pense même que tout le monde en a ricané longtemps. Mm. Aujourd'hui, c'est un peu la douche froide. On soigne tout à coups d'impôts. Voilà, c'est notre boulot de créer de la valeur ajoutée. Et puis c'est notre boulot d'accompagner pour notre modeste part la modification de cet écosystème. Dans l'écosystème, tu as été longtemps impliqué dans les associations locales. Tu l'as fait pourquoi? Quel a été ton moteur en fait dans ce... Je l'ai fait parce que c'était sympa. Voilà, j'avais pas de moteur incroyable. Je l'ai fait parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Je l'ai fait parce que c'était apolitique. Ouais. Et que globalement, ça me correspondait bien. Je l'ai fait parce qu'on a mené des combats. On a créé la French Tech avec Stéphane Soto. Et aujourd'hui, Stéphane est le président de The Camp. On l'a fait avec Stéphanie Ragu, qui a eu un push énorme sur les femmes dans le numérique, qui était un combat réel. Hein. Les femmes étaient absentes de ce secteur, totalement sous-représentées. On l'a fait sur l'alternance. On l'a fait aussi sur le reclassement des militaires en fin de carrière ou des militaires blessés en opération. Voilà. C'est un équilibre. Et je pense que le monde associatif, c'est quelque chose qui est à la fois passionnant, parfois un peu injuste, mais surtout très enrichissant pour les autres comme pour nous. Moi, j'ai monté chez Made in Soft, qui est le cluster de la transformation digitale dans le Sud, un concept qui s'appelle Startup Consult. Ouais. Et tous les samedis matins, on recevait 3-4 entrepreneurs pour les aider, les accompagner, formater leur BP, etc. On a eu d'immenses succès. Voilà. On a eu aussi quelques échecs, évidemment. Et puis, parfois, je dois l'avouer, on a conseillé à certains projets de ne pas sortir parce que les gens étaient en train de s'endetter très lourdement. Voilà, pour des sujets qui peut-être méritaient pas qu'on y joue sa vie, son couple, sa famille de manière trop significative. Donc non, accompagner, c'est aussi grandir. Hein. Les autres nous font grandir beaucoup. Toi, tu te nourris des échanges avec les autres pour... On est des hommes de communication, donc à partir de ce moment-là, on a besoin de confronter, de comprendre, de grandir. Je pense qu'effectivement, il faut éviter le syndrome tour de Babel. Voilà, en général, lorsqu'on s'isole, qu'on fait que sa boîte toute la journée, c'est probablement très sympa. Mais c'est pas comme ça qu'on voit la nouveauté, c'est pas comme ça qu'on se fait challenger, et c'est pas comme ça aussi des fois qu'on noue d'autres amitiés. Dans tes activités, tu as eu un volet international à un moment au niveau commercial ou c'est toujours des activités qui sont restées très françaises? Non, on a eu la chance de construire des filiales à l'étranger aussi, de voir des mentalités totalement différentes, des règles business totalement différentes. Et parfois, nous les Français, on est un peu timides. Hein. D'autres sont un peu canailles, on va dire. Donc non, c'était très très intéressant. Je me souviendrai toujours la Suisse où j'ai mis quasiment 4 ans à avoir mon premier client. Parce que j'étais français, parce que c'était plus 33 sur ma carte de visite, parce que, et puis à force d'y aller, puis à force de persuasion et de persévérance, ça a fonctionné. Quelques magnifiques dossiers à l'international, voilà, des dossiers au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Le gros de notre activité, elle est en Europe, pour des questions de réglementation, de souveraineté.
On a fait notamment quelques belles liaisons télécom, Marseille-Singapour, Marseille-Tokyo, Paris jusqu'au fin fond des États-Unis. Donc là, c'est très très intéressant. Par contre, le marché en France, il est énorme. Hein. Souvent, on dit que c'est un des problèmes, c'est qu'on a un gros marché qui nous permet de développer des belles boîtes, mais qu'on n'arrive pas à le dépasser. Il n'est pas assez gros pour être riche. Oui, Je voilà. rassure tout le monde. Vous pouvez tout de suite mettre un pied dehors, comme le font très bien les Israéliens qui ont un marché intérieur de 7 à 8 millions d'habitants. Eux, by design, ça parle anglais, c'est dehors. Bon. Je pense que la France, dans sa reconfiguration un peu forcée, là, un peu de la dette, un peu du gouvernement, va probablement rentrer dans un marché intérieur qui va avoir un temps un peu de ralentissement. Et donc, effectivement, je pense By design, on va aller à l'étranger. Ah, bah, de toute façon, ou tu choisis ou tu subis. Ouais. On n'est pas en train de subir, là. Non, c'est pas ton tempérament. On essaye de pas trop rester là-dedans, ouais. Avant d'entrer dans la phase finale, j'ai un petit quiz que je pose toujours à mes invités qui permet de mieux les connaître. À tes souhaits. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Ah, plutôt thé. Combien par jour? Oh, la moitié d'un. Ok, donc c'est raisonnable. Si Unitel pouvait parler, quel serait son mot préféré? Au secours. Ah, pourquoi? Mon patron me fait faire trop de choses. Ça va trop vite? Les équipes ont du mal à suivre ou... Non, elles n'ont pas du mal à suivre. Elles sont organisées, structurées et motivées pour. Ouais. Mais c'est surtout le monde qui se transforme très vite. Ouais. Et quand bien même on essaye de faire marcher le sujet, c'est pas en tirant sur la tige que la plante pousse plus vite. On est d'accord. Donc c'est très très important d'être à l'heure du marché, d'être à la taille critique de son marché, et puis parfois de ne pas commettre trop d'excès de vitesse. Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO avec toi, vers quel super-héros tu te retournerais? Bah, moi je suis un homme de réseau, donc je pense beaucoup à Spider-Man. Ouais. S'il pouvait m'aider à collecter de la donnée plus vite, ça me rendrait vraiment service. D'accord. Quelle chanson pourrait être l'hymne d'Unitel? Oh, on est un peu des révolutionnaires chez nous. Donc toutes ces chansons de chants révolutionnaires, ça nous irait bien. On essaye de sonner un peu de la trompette. Ouais. Et parfois c'est pas facile parce que il faut être capable de comprendre, d'écouter. Et aujourd'hui, je le dis assez souvent, on est dans une crise d'adoption. C'est-à-dire que les technos sont matures, tout va bien. Mais maintenant, il faut vraiment faire savoir son savoir-faire. Puis si on veut faire un petit aparté sur l'adoption, c'est que les populations ne sont pas forcément prêtes aussi à adopter toutes les technos qu'on leur a données. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on parle d'usage. Parce que globalement, quand on conduit une voiture, qu'elle soit essence ou diesel, elle se conduit relativement de la même manière. Donc on n'a pas non plus besoin d'expliquer sans arrêt et pourquoi il y a cette puce, et pourquoi il y a ce chipset, et pourquoi il y a ce logiciel. À quoi ça sert? C'est l'économie des usages. Je m'en sers pour ça. Si tes concurrents étaient des personnages de dessin animé, qui seraient-ils? Alors déjà, qui sont tes concurrents aujourd'hui? Parce que vous avez tellement d'activités. Ah bah du coup, on en a plein. Ouais. Mais j'ai les pieds nickelés d'un côté. Ouais. Voilà. Chez les opérateurs télécoms qui se posent des grandes questions existentielles. Ils investissent toujours plus d'argent et ils ont toujours moins de revenus. Dans le monde de l'immobilier, ce serait plutôt les tuniques bleues. C'est globalement, il est où l'ennemi, il est où le marché, comment on fait. Moi, je suis un fan de Tintin et Milou, c'est-à-dire à l'aventure et on regarde comment on trouve toujours des solutions, même quand c'est pas facile et même quand on a des fois des trahisons en cours de route. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé lors d'un déjeuner d'affaires? Alors, je crois que c'était avec Patrick Drahi en Suisse. Et il m'a fait manger un espèce de ragoût avec je ne sais pas trop quoi dedans. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que c'était dans un restaurant. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'était très bon. Bon, c'est parfait. Voilà. Si tu devais créer une mascotte pour représenter Unitel, elle ressemblerait à quoi? Alors moi, je suis fan d'un petit bonhomme qu'il y avait sur les cartons de chez Cisco dans les années 2000. J'ai jamais réussi à le retrouver d'ailleurs, ce petit bonhomme. C'était un bonhomme qui levait le bras en l'air avec une espèce de fibre dans les mains et qui éclairait le monde de sa lumière. Et je trouve que cette un peu métaphore de la connaissance et de la diffusion du savoir, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. La vraie souveraineté, c'est la connaissance, c'est pas la technologie. Est-ce qu'on a la capacité à faire ou est-ce qu'on vit un cycle un peu d'affaissement de la compétence qui est en fait le début de la chute?
Voilà, donc aujourd'hui, ouais, si on avait cette mascotte-là, on aimerait bien. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? Ouh, c'est une grande question. Début des années 1900, ça devait être quand même sympa, quoi, hein. Hum, C'est-à-dire, avant la Première Guerre mondiale, il s'est passé énormément de choses. hum, C'était une période dans laquelle il y avait du respect, hum, qui nous manque un peu aujourd'hui parfois. C'était une période dans laquelle on osait entreprendre sans contraintes trop importantes. hum. Voilà. Il n'y a Maintenant, pas toutes les problématiques de réglementation qu'on a aujourd'hui. Ouais, mais moi je suis très heureux de vivre ma Hum, vie aujourd'hui, hum, hein. On est, nous, les chanceux de l'histoire. hum, Et je pense qu'il faut être conscient que la période qu'on vit aujourd'hui, elle est extraordinaire. hum. L'humanité n'a jamais connu ça. Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? Ah non, moi je suis plutôt McDo, hein. Alors, est-ce que D'accord. les restos gastro où il n'y a rien à manger, c'est pas possible. Mais par contre, le McDo, je vous jure, c'est vraiment que de manière de temps en temps, mais Ouais. de très très de temps en temps. Toi qui travailles beaucoup, t'es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Pour faire quoi? Bah, est-ce que t'aimes te dire que tu pars en week-end et que t'as un peu moins de charge mentale ou est-ce que t'es au contraire content de retrouver l'activité? Non, moi je suis content tous les jours. Je suis avec ma famille, mes Hum, enfants, je suis très content. Au boulot, je suis très content. hum, Donc j'ai pas de syndrome du lundi hum. matin, mais je suis très content de te parler vendredi soir par Ouais, exemple. voilà. D'ailleurs, la semaine de Kevin Politi, est-ce qu'il y a un moment où tu t'arrêtes de travailler ou le travail est toujours en tête à un moment ou à un autre? Bah, moi je sais pas ce que ça veut dire travailler. Hum, Pour moi, travailler, c'est quand même à l'origine une forme de contrainte. Ouais, Si tu prends l'origine latine du travail, c'est pas joli hum, joli quoi, on est hein. d'accord. Donc moi, j'ai pas du tout l'impression de travailler. Je suis mobilisé par des collaborateurs autour du monde jour et nuit. Hum, Voilà. Quand j'ai envie de le faire, je le fais. Quand j'ai pas hum, envie de le faire, je le fais pas. ouais, Quand j'ai pas envie de le faire, ça me coûte très cher. hum, Donc ça me donne aussi ouais, envie de le faire. Mais non, je pense que voilà, il faut savoir s'aménager des moments. hum, Peut-être aussi en vieillissant, on a des envies différentes et des moments différents. hum, Nous, on a couru après le TGV pendant toutes ces années, ce qui fait qu'on en est là, mais personne n'est sauvé, hein, ouais, pour le sujet. On a encore des challenges majeurs qui sont devant nous. hum, On a des investissements en milliards qui se font dans l'IA. Est-ce qu'on sera le petit poussé des IA experts dans une niche, hum, ou est-ce qu'on sera totalement dilué dans un marché illisible? hum. Donc non, non, il y a encore à faire, hein, avec des temps pour lire quand même. Je pense que le vrai sujet, c'est de se trouver un bon bouquin et d'avoir un cerveau qui de toute façon continuera à réfléchir au travail tout le Hum, temps, mais on peut faire semblant de se distraire. ouais. Quelle est la chose la plus étrange que tu as dans ton bureau? Même si on n'est pas dans ton bureau aujourd'hui. Et moi, j'ai pas de bureau, Ouais, alors j'ai un peu de mal à te répondre. ouais. Moi, j'ai un ordinateur, je le Donc change le en plus étrange, c'est que t'es pas de général. bureau en fait. Ouais, je le change en général une fois tous les 3 4 ans, Ouais. donc je suis pas un techno-addict de Hum. l'ordinateur. Mais par contre, j'aime bien être auprès de mes collaborateurs et ne pas avoir de bureau, c'est très intéressant. C'est quoi les grandes passions de Kevin Polisi? Bah, les grandes passions, on les retrouve à la fois au travers de ce qu'on essaie d'exécuter tous les Hum, jours, hein. Moi, j'adore l'architecture. Ouais. Évidemment, je trouve que l'ingénierie, c'est un domaine qui est très intéressant parce qu'il protège l'homme. Hum, Parce que quand c'est bien fait, on peut se hum, permettre d'avoir des choses extraordinaires hum, avec des moyens qui sont très faibles. Je pense qu'on a cette chance-là d'être dans un moment de communication avec des outils forts. Moi, j'adore hum, échanger, discuter, grandir. hum, Et puis, j'ai un grand faible pour le monde de la santé. Ouais. Je trouve que c'est un monde, je le disais pas plus tard qu'hier, ça fait 120 ans qu'on attend une révolution dans le monde de la santé. Et je pense que celle-là, elle est vraiment en train d'arriver. C'est l'IA qui va tout changer? C'est l'organisation qui va tout changer. L'IA ne sera qu'un outil au service de l'homme, Hum. mais l'homme doit garder la main dans tout ça. Euh, Quels sont les plus gros impacts que ces 20 ans d'entrepreneuriat ont eu sur ta vie perso? Positif comme négatif, hein. Ouais, c'est une question qui est assez drôle. Bah, évidemment, une vie de voyage, de dézoom, rezoom permanent en étant à l'étranger. Avoir aussi la capacité peut-être à montrer à mes enfants un monde qui n'est pas toujours le monde idéalisé qu'on voit dans les films à la télé. Mhm. Et je pense que cette chance de pouvoir partager avec tout le monde permet une synthèse un peu hétérogène ou un peu différente. D'autres choses, évidemment, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, Mhm. c'est beaucoup de fatigue.
À mon avis, ça se paiera un jour, hein. Ouais. Faut être clair, hein. Mais sincèrement, moi, je regrette pas une seconde de ce que j'ai fait ces dernières années. Est-ce qu'il y a une croyance limitante que tu as mis du temps à briser et que tu as brisé par l'entrepreneuriat? Ouais, je pensais que les gens plus vieux que moi étaient plus forts que moi. Voilà, Ouais. ça m'a un peu porté préjudice, pour Ouais. être sincère. J'ai à la fois beaucoup grandi, mais parfois j'ai espéré Mmh. et rien n'est arrivé. Mmh. Voilà. Donc, ouais, ça a été une croyance limitante. Je pense qu'en fait, il faut reprendre un peu le CID, mais surtout, je crois que sincèrement, une équipe, quel que soit l'âge des collaborateurs, c'est une équipe qui doit être d'accord sur ses enjeux et grandir. Et j'ai parfois, je pense, été un peu attentiste Mmh. ou peut-être un peu candide quant à la capacité ou la volonté des gens de faire. Et est-ce qu'il y a des croyances que tu n'arrives pas encore à dépasser? Ah, mais ça, on en parle dans quelques années, j'en Ouais. ai aucune idée. Non, je crois pas. Voilà, on a la chance d'être dans plein de sujets différents. Ouais. Et puis de rester un peu utopiste. Mm. Je pense que c'est ce qui nous permet de nous lever en forme tous les matins. Mm. Sinon, en tout cas, la morosité quotidienne ne nous atteint pas pour Toi, l'instant. ça se ressent. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Là, comme ça, tout de suite, pas spécialement. Peut-être parler un peu de décarbonation, parce que Ouais. ça reste des métiers qui sont quand même très consommateurs en ressources, en énergie, etc. Et donc, la sobriété, elle s'impose à tout le monde. Mm. Et nous-mêmes, on fait un maximum d'efforts pour essayer de réduire l'empreinte du numérique, ce qui parfois peut être vécu de manière injuste, parce que le numérique grandit de manière exponentielle. Mm. Mais pour autant, les usages du numérique empêchent les déplacements en avion, empêchent ci, empêchent ça. Donc voilà, je pense qu'il y a une lecture très équilibrée, et lire factuellement la consommation électrique du numérique, pour moi, c'est de la désinformation. Voilà. Tu pourrais me parler d'Elon Musk aussi, je pense que je pourrais te dire un truc ou deux. En fait, j'avais tout le temps une question sur Elon Musk et Bernard Arnault, puis là j'ai décidé de l'enlever. Merci, Mais, ça me fait plaisir. Où est-ce que tu as envie d'être dans 5 ans? Dans 5 ans, j'ai envie d'être dans mon territoire. Ouais. Projet en cours, Donc ton territoire livré, Marseille. plutôt le sud de la Voilà. France, voilà, l'Euroméditerranée, on va dire. Et j'ai envie de voir que les équipes ont grandi, que de nouveaux talents sont apparus. Et voilà, j'aimerais bien que cette alchimie-là qu'on essaye d'incanter fonctionne. Et je crois qu'on y met beaucoup d'énergie, donc on attend un peu de manière impatiente le résultat. Ouais. Écoute, merci beaucoup. S'il y a des auditeurs qui souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir à toi? Écoute, il y a deux manières hyper simples. LinkedIn, Ouais. je réponds absolument à tout le monde sur LinkedIn. C'est un engagement que j'ai pris il y a longtemps et que j'ai toujours tenu. Et puis sinon, il y a la version hyper simple de mon mail, kevin, @thecamp.fr. Eh bien super. Kevin, merci beaucoup pour ton temps. Merci Et à puis toi, à mon très ami. bientôt. Salut. Ciao, ciao.